Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à votre émission phare Afrique Santé, émission phare consacrée au traitement de l'information sanitaire. Ce soir, nous offre l'occasion de revenir sur les différents thèmes abordés au courant de l'année afin de lever tout malentendu, tout équivoque sur les thèmes tels que le sida, les antirétroviraux, les médicaments, les vaccins et bien d'autres sujets encore. Pour aborder cette campagne d'éclaircissement, de sensibilisation et même de rectification des informations liées à l'information, permettez-moi de recevoir ici ce docteur qui, fidélité en fidélité, continue à tisser la toile d'Afrique Santé. Docteur Tapa, bonsoir et bienvenue docteur. Bonsoir Ulrich, bonsoir à l'équipe technique et bonsoir à tous les téléspectateurs de cet après-midi. C'est un plaisir de se retrouver une fois de plus sur ce plateau, surtout pour lever un certain nombre d'équivoques qui planent un peu sur les informations diffusées depuis le début et sur l'intérêt que les gens, les uns et les autres, portent sur cette émission. Alors, le temps de dire bonsoir aux constituants, la composante essentielle aussi de cette émission, celui qui a fini par aggraver son nom, Afrique Santé, Dr Dean, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Dr Dean, on commencera par vous, on parle des vaccins. Beaucoup de choses ont été dites sur les vaccins. Les informations qui sont parvenues à l'intention de nos nombreux téléspectateurs, 2,2 milliards, on n'est pas certain que la précision soit de rigueur. Alors, les vaccins, est-ce que tous les vaccins sont-ils mauvais, Dr Dean, ça? Je voudrais connaître, il faut d'abord que nous précisions ici qu'à cause du respect que nous devons aux auditeurs, il y a eu des plaintes. Mais vous savez, toute la planète peut se décider un matin de se dire que le sang est vert, ou bien il est devenu brusquement vert. Moi, je ne crois pas que tout le monde ira dans ce sens. Il y aura des gens qui ont une bonne santé visuelle qui reconnaîtront que le sang reste rouge jusqu'à preuve de contraire. Quand nous dénonçons ce qui est vaccin en Afrique, ce n'est pas pour chercher une guerre. Mais il y a mieux que ça, surtout que la majorité des vaccins qui nous sont imposés aujourd'hui n'ont aucune valeur réelle. Je prends le cas de la poliomyélite tout simplement. Elle a peur de la vitamine C et de la vitamine D. On gagnerait beaucoup plus à bien nourrir les enfants, à avoir un programme de nutrition adéquat pour les populations, au lieu d'imposer des vaccins qui viennent d'on ne sait où, avec aucun comité de surveillance, des conneries qu'on inocule. Je précise bien conneries et jusque-là, je suis modeste. Je parle du tétanos maintenant. Au Kenya, cette semaine, l'Église catholique et ses scientifiques, dont des médecins qui ont décidé de devenir scientifiques, ont mis fin à cette mascarade parce qu'on a découvert des stérilisants dans le vaccin contre le tétanos. Déjà, les ONG se levaient pour dénoncer le fait que le tétanos n'est pas un problème de santé réel en Afrique, mais pourquoi cette campagne de vaccination massive comme cette mascarade qui ouvre les yeux de tout le monde, qu'est la fièvre jaune, vaccin obligatoire dans tous les aéroports. Mais il faut le dire, c'est la vérité. Les vaccins aujourd'hui sont l'assurance que nous serons les éventuels fidèles acheteurs des médicaments parce qu'il faut que cela se vende. La vaccine qui est utilisée ne crée pas une réaction forcément immunitaire à l'organisme. Ça, il faut le savoir. On y met donc du mercure, on ajoute du plomb et beaucoup de conneries qui déforment l'organisme. Les seuls vaccins qui ont réussi avant Pasteur, parce qu'il n'est pas le père de la vaccination, ont tué les 20 enfants testés de tuberculose 20 ans plus tard. Et on connaît aujourd'hui qu'on peut préparer une épidémie dans 15 ans par une campagne de vaccination antérieure. Aujourd'hui, actuellement, Bill Gates qui a annoncé dans les médias, qui a annoncé dans la téléphonie mobile, est poursuivi partout dans le monde à cause du garde d'asile et des empoisonnements massifs. Au Pakistan, en Inde et en Afrique, comme il n'y a aucun comité de surveillance, sinon relayer l'information que vous nous bombardez, qui est-ce qui vérifie les vaccins qu'on inocule aux enfants? Personne. On prend du n'importe quoi avec des gens qui ne sont pas formés sans tenir compte même de comment est-ce qu'on conserve un vaccin. Il faut les voir dans les quartiers avec des glacières qui n'ont plus rien pour maintenir la température normale de ces vaccins. Et on se pose bien la question de savoir si on nous aime trop pour ces campagnes de vaccination massives et gratuites, qui ne sont d'ailleurs pas des problèmes de santé. Nous avons des réels problèmes. Mais en Afrique, le mauvais copier-coller et l'habitude de marcher avec la tête au lieu des pieds nous prédispose à du n'importe quoi. Je prends un exemple simple. On peut détruire les champs de moustiques partout dans les quartiers, mais on nous conseille de finir d'être piqués le soir par les moustiques et d'aller nous cacher quelques heures dans la moustiquaire. C'est du n'importe quoi. Et c'est ce que nous voulons dénoncer. Ce
n'est pas une guerre. Nous dénonçons la mauvaise politique médicale d'Afrique, surtout francophone, où les humains ne sont pas au centre des préoccupations. C'est la recherche du gombo, la représentativité et les bénédictions des firmes pharmaceutiques et de leurs organisations internationales. Dr Jean, la question reste pendante. Hein. Tous les vaccins sont-ils mauvais? Parce que la polio, le vaccin contre la polio, contre le tétanos, ce ne sont pas les seuls vaccins. Ça a aidé qui, le vaccin contre la polio? La maman, la téléspectatrice qui nous écoute, qui a son enfant, son nourrisson, doit-elle continuer à appliquer cette série de vaccins qui sont obligatoires pour les enfants, comme le vaccin contre le BCG? Je remets chaque parent dans sa propre conscience. Le BCG qui est encore aujourd'hui obligatoire dans certains produits en Afrique, on a cessé en Europe depuis environ 5 ans qu'on a décidé de réévaluer la doctrine de Pasteur. Ça a commencé en Belgique, en Suisse, ça se poursuit aux États-Unis. Les Japonais ont pris position, les Chinois, mais la nostalgie française de garder Pasteur comme un illustre sauveur de l'humanité refuse de regarder qu'il était un bon charlatan qui s'est dédouané. Sur son lit de mort, il a revu tout ce qu'il avait fait. Quand on a fouillé son bureau, on a trouvé que Pasteur était malgré lui un violent bandit scientifique. Ça, c'est connu aujourd'hui dans le monde. C'est pas moi qui le dis. On a passé des vidéos des imminents médecins. La dernière fois, vous avez passé un documentaire. Quel comportement la téléspectatrice peut adopter? Il faudrait soustraire totalement le vaccin de l'utilisation. Moi, je suis un Camerounais. Je sais pourquoi il a été exigé que nous revenions sur cette émission pour prendre les paroles des gens et peut-être les trucider. Je dis, ceux qui se vaccinent sont responsables du devenir précaire de la santé de leurs enfants. J'ai dit, celui qui n'est pas content, il peut sauter cale en l'air. Ça, c'est clair. L'expression cale en l'air. On continue, Dr Tapa, sur les vaccins. Je ne sais pas si c'est le même son de cloche que vous allez produire. Celui de Dr Jean est assez retentissant et même à des allures incandescentes sur ce plateau. Tous ces vaccins sont-ils dangereux? Il n'y en aurait pas de bon pour la maman qui nous écoute, pour le papa, s'il écoute. Ce que Dr Jean venait de dire, c'est comme s'il faut se débarrasser totalement des vaccins et il faut faire table rase de ça. Là, on est à la merci de toute maladie. Oui, je voudrais recadrer un peu, Dr Jean a essayé de le faire, recadrer un peu le cadre de nos interventions ici. Vous savez, on parle de la médecine, on parle de la science. Si on parle de la science, on parle de l'esprit critique. Quand vous n'êtes pas critique, vous n'êtes plus dans la science. Que ce soit le médecin généraliste, que ce soit les agents de santé, que ce soit les ONG, que ce soit les autorités politiques, si vous n'avez pas un esprit critique, vous n'êtes pas en science. Puis encore, on parle de la vie, on parle de la santé, on parle de la vie des gens, qui interpelle à tout moment de remettre en cause nos actes, nos actions, nos comportements pour sauvegarder la vie, ce qu'on a de plus cher, tout le monde, personne ne contredirait à ce niveau. Donc, il faut recadrer le débat. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous prenons le risque de parler de certains phénomènes de santé qui se passent dans le monde, et même particulièrement en Afrique? C'est l'esprit critique normal. Chacun qui est en train de conduire à un moment donné s'arrête pour regarder s'il ne s'est pas trompé de route, pour regarder quelle distance lui reste à parcourir et pour regarder si sa vitesse n'est pas un danger pour lui. Ça, c'est le bon chauffeur. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut remettre un peu les passions de côté dans la tête des gens. Il faut remettre les passions de côté. Il ne faut pas que les gens utilisent ce que nous disons pour assouvir leurs intérêts. Il ne faut pas que les gens utilisent ce que nous disons pour exprimer leur mauvaise foi. Il ne faut pas que les gens essaient de croire que par certaines pratiques, ils vont réussir à nous taire et laisser continuer comme on a toujours fait. Ce qui est certain, c'est que quand on parle de la vie, on est critique. Quand on parle, vous ne pouvez pas prendre de l'eau, donner à votre enfant si vous ne vous assurez pas que c'est de l'eau propre. En tant que parent, c'est un problème. Vous ne pouvez pas, en tant que responsable d'une république, admettre qu'on donne des choses à votre population si vous ne vous assurez pas que cette chose est saine. Et c'est pour ça que même le responsable est entouré de techniciens, de spécialistes qui peuvent analyser la chose et attirer son attention sur un certain nombre de déviations. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Non. La plupart ne le font pas. La plupart se contentent de dire que c'est bon, ça va passer, pour leurs intérêts personnels. Et c'est le lieu de le dire aujourd'hui. Et pour revenir à votre question sur les vaccins,
si nous prenons le fondement de la médecine, je parle du fondement de la médecine qui s'est basé rien que sur la vie dès le départ. Quand vous lisez l'histoire de la médecine en fond et en comble, vous rendez compte que les gens sont partis de l'histoire de la vie. Et si vous partez de l'histoire de la vie, vous partez du corps humain. Le corps humain même qu'on veut protéger. Vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne connaissez pas. Comment les gens veulent protéger ce qu'ils ne connaissent pas? Prenez un enfant qui est malnutri, qui n'a pas de quoi se défendre, donnez-lui tous les vaccins de polio du monde, il peut faire la polio. Ça, il ne faut pas qu'on distrait les gens sur les trucs. Je prends rien que l'exemple de la polio. Prenez le meilleur vaccin de la fièvre jaune, administré à quelqu'un qui est malnutri, qui ne se comporte pas bien. S'il est exposé à la fièvre jaune, il va faire la fièvre jaune. Donc, le problème ici, ce n'est pas un problème de vaccin. Aujourd'hui, c'est un débat dépassé. Je crois qu'il faut qu'on évolue. On a trop aidé les gens à réciter, à rester sur des sentiers. Dès qu'on nous donne une information, c'est la Bible et on n'en parle plus, que c'est devenu dangereux, c'est devenu un danger pour la santé des populations. Aujourd'hui, si vous voulez parler des vaccins, parlez des hommes. Qui subit les vaccins et pour quelle raison? Qu'est-ce que les vaccins sont censés apporter à l'homme? Et quelle autre alternative l'homme a pour avoir ses moyens? C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens d'être à mesure de bien manger et vous leur donnez les vaccins. Ça ne leur sert à rien. Il faut pas qu'on se trompe. Vous ne pouvez pas venir dans une population où il y a des problèmes sérieux d'eau, d'éclairage, de revenus. Et vous dites que c'est les campagnes de vaccination qui vont sauver les populations. En Afrique du Sud, la campagne de masse a permis aux Sud-Africains de gagner 5 ans dans leur espérance de vie contre cette terrible maladie qu'est la polio, quand même. Ulrich, je suis désolé de me mettre contraire à cette assertion qui dit que le vaccin va gagner l'espérance de vie. Je vous prends un défi. Prenez un enfant qui ne boit pas convenablement de l'eau, donnez-lui le vaccin et laissez-le une semaine, il va mourir. Ça c'est clair. Ça depuis des siècles que les campagnes de vaccination existent. Oui, vous-même restez sans polio avec tous les vaccins et ne mangez pas convenablement, laissez-vous aller pendant 1 mois, vous ne serez plus là. Il ne faut pas qu'on se trompe. J'ai dit, quand on veut parler de quelque chose, il faut connaître cette chose. On parle du corps humain. Si vous ne connaissez pas comment le corps humain fonctionne, vous ne pouvez pas. Et je vais vous dire quelque chose peut-être que j'ai déjà dit ici, qui semble ne pas trop attirer l'attention des gens. Le vaccin de la polio, que ce soit la polio, tétanos et tout ça, DT, corps polio, on donne aux enfants à partir de quel âge? C'est 0 jours, ça, 0 jours en montant. 0 jours en montant. Allez vous vérifier les campagnes de vaccination. Et tous ceux qui ont fait la science savent que l'immunité de l'enfant se développe à partir du 6e mois. L'enfant ne produit des anticorps pour se protéger qu'à partir du 6e mois. C'est pour ça que l'allaitement maternel est encouragé, parce que c'est les anticorps de la mère qui défendent l'enfant pendant les 6 premiers mois. Il faut qu'on éclaircisse les gens sur un certain nombre de choses. Dites-moi donc, un enfant qui ne développe pas encore ses anticorps de 0 à 6 mois, ce que le vaccin vient faire, ça vient mettre les anticorps dedans ou bien permettre au système qui est immature, qui ne développe pas encore des anticorps d'en développer. Auquel cas, il faut se poser des questions. Est-ce que tout scientifique logique ne se poserait pas cette question? Dans ce cas, est-ce que c'est nuisible, même si on introduit en avance? Si ce n'est pas utile, c'est nuisible. C'est des corps étrangers que vous introduisez dans un organisme. Et si vous savez comment les codes génétiques fonctionnent, ça peut perturber le fonctionnement normal de l'enfant. Ce n'est un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. Jusqu'ici, on ne dénombre aucun cas grave. Hein? Non, vous voulez voir la gravité quand il n'y a plus personne qui vit dans le monde. Hein? C'est ça qu'on veut. On veut à un moment donné dire que tout le monde est mort dans une vie pour savoir que c'est grave. C'est grave, je peux vous dire. Vous n'avez qu'à vous référer à ce qui se passe dans nos hôpitaux. Pendant que nous bavardons ici fièrement, il y a des gens qui souffrent en ce moment. Les campagnes de masse, ce n'est pas uniquement le cas de l'Afrique centrale, c'est l'Afrique anglophone, c'est partout dans toute l'Afrique entière. Et elles ont brillé par leurs conséquences positives sur la population. Je ne suis pas dans les polémiques autour de campagnes de masse, je suis au niveau de l'intérêt de ces campagnes de masse. L'intérêt, est-ce qu'on n'a pas mieux aujourd'hui que les campagnes de vaccination de masse? Auquel cas, vous me dites que les vaccins, ça vaut la peine. Si on a mieux pour développer l'immunité chez les hommes, est-ce que ce n'est pas utile de regarder ça autrement aujourd'hui, compte tenu d'un certain nombre de controverses que les vaccins apportent aujourd'hui? Est-on obligé d'utiliser quelque chose qui est aussi controversial du jour au lendemain? Je ne comprends pas.
C'est-à-dire, pourquoi on s'acharne à imposer quelque chose qu'on dit, attendons, regardons un peu. Personne ne veut. Il y a un groupe qui veut qu'on ne regarde pas du tout. Vous croyez que c'est normal? Docteur Tapa, il me vient même à l'idée, hein, j'ai constaté sur le terrain que ces campagnes de vaccination devenaient obligatoires. Peut-être c'est dans, dans le souci de pouvoir, un peu comme à Ebola en Sierra Leone, on a obligé la population à se faire consulter de manière un peu barbare pour éviter les cas de propagation. Peut-être c'est dans cet élan d'humanisme qu'on oblige à certains enfants dans certaines écoles à se faire vacciner sans l'avis même des parents, docteur Tapa. Oui, je vais vous dire une chose fondamentale. Vous ne pouvez pas, dans les droits fondamentaux de quelqu'un, vous ne pouvez pas lui retirer le droit de oui ou de non sur un truc qu'il doit faire à son enfant. Vous ne pouvez pas venir obliger un parent, fût-il pour son bien, à faire. Il y a quand même des procédures qu'on doit décrier. Vous ne pouvez pas aller obliger quelqu'un à faire des choses à son enfant. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas capable d'assumer cette responsabilité, que ce soit ces agents qui vont de porte en porte, que ce soit n'importe qui, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il ne faut pas qu'on exagère. Vous ne pouvez pas m'obliger à donner des choses à mon enfant. Ce n'est pas possible. Parce que si on ne devient pas sur cet enfant, il risque de propager, il risque d'être un danger pour toute la République. Donnez-moi les cas de polio qui circulent et qui contaminent les enfants et à qui on doit obliger à donner un vaccin. Donnez-moi les cas qui circulent. Il ne faut pas qu'on se dise. Maintenant, je vais vous dire, si je vois les agents qui marchent avec des glacières sans glaçons, les vaccins mal protégés, des gens inexpérimentés qui ne connaissent même pas ce qu'ils transportent, je refuserai qu'ils donnent à mon enfant. Il ne faut pas qu'on se trompe. On est dans une logique où les gens essayent de passer sur le problème fondamental. Le vaccin peut être bien, mais la manière de le faire ne marche pas. Vous voyez ces agents-là qui marchent sous le soleil avec les glacières où il n'y a même plus un brin de glaçon. Et c'est des gens inexpérimentés. Ils ne connaissent même pas le danger qu'il y a à administrer ces vaccins s'ils ne sont pas dans la chaîne de froid normale. Et vous croyez que c'est vraiment aisé de laisser les choses se passer de cette manière? Là-dessus, je ne me porte pas en faux contre ce que vous dites là, sur le présent. La plupart de ces agents qu'on recrute pour faire les campagnes de masse, on les recrute un peu n'importe comment. C'est des enfants au quartier qui ne travaillent pas. C'est la relation de tel ou X, Y. Est-ce que le vaccin de polio nécessite une certaine expertise pour pouvoir administrer de manière orale aux nourrissons, docteur Tapa? Non, je ne peux pas épiloguer sur quelque chose que j'estime qu'il faut revoir. Moi, j'estime qu'il est temps qu'on revoie cette histoire. C'est quelques gouttes. Oui, tout le monde peut introduire des gouttes, il ne faut pas une certaine expertise. Oui, je ne parle pas d'expertise. Je ne parle pas d'expertise. Prendre la goutte. Vous avez des balayeurs qui injectent là au quartier. Vous avez tout le monde qui injecte ici. Vous avez tout le monde qui pose des perfusions ici. Ça ne veut pas dire que c'est sans danger. Ceux qui ont été victimes, on n'en parle pas. On n'en parle jamais. Je veux dire, l'expertise est indispensable pour mettre ces gouttes dans la bouche. C'est indispensable. On ne peut pas jouer avec la vie de cette manière. Vous ne pouvez pas prendre des mains inexpérimentées et faire circuler des vaccins à travers ces mains. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas. Docteur Jean, c'est les vaccins. Moi, je voulais croire qu'on devait quand même associer au vaccin une certaine complémentarité dans l'aspect nutritionnel, comme le docteur Tapa vient de le dire. Ulrich, moi je vais dire une chose parce que vous voyez, une émission de santé est une émission qui touche la plus grande richesse qui soit. Et pour prendre une émission de santé, il faut parfois avoir le tact. Je me demande si en un an, tout ce qu'on a parlé, c'est de la vaccination. Alors moi je veux dire, maintenant sans passer par deux chemins, tout ce qui est vrai dans la vaccination, c'est que le vaccin, la vaccination en général, à 99%, et je suis très modeste, est une histoire pour permettre aux gens d'être assurés ou bien pour permettre aux firmes de pharmaceutiques l'assurance qu'ils auront constamment des clients. Il n'y a rien de vrai dans cette histoire. Maintenant, je veux vous dire, je ne vaccine pas mes enfants. Ma grand-mère, d'origine Aoussa, n'a jamais accepté que je me soigne. Vous savez très bien qu'en dehors du surménage qui me menace ces derniers temps-ci parce que je ne dors pas, j'ai une santé de fer. Vous avez vu mes guérisons tout récemment lors d'un accident qui m'a blessé un peu partout. Je ne tombe pas malade et je vous ai défié ici. J'ai demandé à l'Union africaine de me donner de partir en Afrique de l'Ouest. Ebola ne m'aurait pas touché. Essayons de traverser un peu ces choses-là. Ne restons pas dans la qualité. Je dis, la poliomyélite n'est pas un problème de santé. Je défie quiconque de me montrer un poliomyéliteux qui n'a pas eu un vaccin parce que ces campagnes de conneries ont commencé depuis. Des statistiques ont démontré que la majorité des poliomyéliteux étaient malnutris, mais ils avaient eu leur dose de poliomyélite. Secondo, il n'y a pas de tétanos ici. Pourquoi tergiverser là-dessus? Ce n'est pas un problème de santé. Le cancer de l'utérus n'est pas une menace en tant que tel. La
présence des asticots dans une poubelle ne veut pas dire que ce sont les asticots qui ont produit la poubelle. Comment? Parce qu'on trouve des fragments viraux qu'on appelle papillomavirus dans l'utérus en état de cancer des femmes, on conclut que c'est ça qui est à l'origine du cancer. Ce n'est pas un raisonnement scientifique, c'est ce qui vous a créé le plus grand mensonge de tous les temps que le sida VIH. Entre Montagnier et Gallo, il faut qu'on évolue. Je me demande bien, si en un an on n'a que parlé de la vaccination, si ça énerve qu'il se tue. J'ai demandé aux autorités, au ministère de la Santé d'Afrique centrale, un débat ouvert. J'ai toutes les preuves que c'est dangereux. Il y a des agents stérilisants pour rendre nos enfants stériles parce que la démographie africaine a peur de l'Occident qui a besoin de s'accaparer de la richesse qu'on pille depuis et les richesses ne finissent pas. Regardez de ce côté, au lieu qu'on tergiverse, la vaccination ne sert à rien. J'ai dit à un enseignant tout récemment, un directeur d'une école, le jour que tu acceptes que mon enfant soit vacciné, avant d'aller sur la planète Mars, moi aussi je vais tester un médicament sur toi. Et c'est clair là-dessus, je ne reviens pas là-dessus. Mes enfants ne se vaccineront pas et ceux qui m'écoutent savent qu'ils sont en santé et moi aussi je suis en santé. Et ceux qui écoutent mes conseils sont en santé. Non, il faut qu'on revoie cette histoire. C'est une mascarade. Mais toi, tu es en train de tourner sur comment utiliser les vaccinations. Ça ne sert à rien. J'ai toutes les preuves. Yurich, écoute-moi un peu. J'ai toutes les preuves que la diphtérie n'a jamais été détruite par la vaccination et toutes les maladies. Parce que les vaccins venaient après la fin de ces épidémies par des méthodes d'endiguement, la propriété, ainsi de suite. Le vaccin n'a jamais détruit une maladie. L'Organisation mondiale de la santé le sait. J'ai des documents, je peux le démontrer et c'est ce que je fais sur la page Facebook de cette émission. Je passe le temps à expliquer, je donne les preuves, des références pour démontrer que c'est du pipeau, toutes ces histoires-là. Docteur Jim, vous sembliez dire dans vos propos que les vaccins sont utilisés de manière massive dans cette campagne de masse pour pouvoir réduire le nombre d'Africains vivant en Afrique. Oui, et pour distribuer des épidémies, dans quel intérêt diminuer le nombre d'Africains, réduire le nombre, la démographie? Dans plusieurs intérêts, les enjeux sont légion. Il faut que la pharmacie soit vendue en multipliant les maladies et en les fabriquant. Quand Wilson Churchill nous le disait le 23 mai 1929, j'étais avec lui, ou bien quand les gens, une centaine de scientifiques qui ne font pas partie du cartel mafieux qui nous impose des informations fausses, le disaient, est-ce que j'avais besoin d'être avec eux? C'est une vérité avérée et nous devons arriver à ce niveau. Ne plus laisser qu'on nous impose des informations. Le dictat là est fini, nous ne sommes plus en colonisation. Réveillons-nous et regardons tout ce qui nous a été proposé, tout ce qui nous a été enseigné. Je vous révèle par exemple que même la carte du monde est fausse. Tout ce qu'ils nous ont amené sont faux. C'est pourquoi nous ne sommes rien, parce que nous ne voulons pas nous décider de regarder nos informations, ce qu'ils nous ont donné. On nous manipule. Les médecins commencent à réciter des bêtises. Un rétrovirus n'a jamais été létal et aujourd'hui les rétrovirus sont tueurs. Le sida, mais c'est pas possible ça. Réveillons-nous et avançons. Dr. Jean, le vaccin ne sert à rien, je le dis. Qu'on me porte plainte à la Cour pénale internationale, on va me garder comme Charles Blé Goudé, mais je vais me défendre, le monde saura que c'est vrai parce que j'ai toutes les preuves. Dr. Jean, je crois qu'on va essayer d'apaiser un peu les tensions. Il y a cette climatisation dans ces salles. Peut-on encore faire confiance aussi aux médicaments? Vous avez parlé des pharmacies, les firmes pharmaceutiques, mais ces firmes pharmaceutiques qui sont sponsorisées par les géants pétroliers, les médicaments, pour les médicaments, quelle attitude adopter devant les médicaments? Si les vaccins sont faux, les médicaments ne sont pas de bonne qualité, à quoi est-ce que nous sommes voués? Oui. Maintenant, il faut que j'explique très bien pour qu'on comprenne. Quand je dénonce la vaccination, je ne tire pas. Je veux bien préciser que je ne suis personne, mais juste quelqu'un qui n'accepte pas de gober du pipeau. Ça a trop fait du mal en Afrique. Il faut regarder les firmes pharmaceutiques en face. L'histoire des firmes pharmaceutiques, c'est quoi? Au début, on a besoin de traiter les gens, mais on pense beaucoup plus à médicaliser les gens que de les traiter réellement. Alors que les gens qui ont écrit, qui ont pensé la médecine moderne comme Hippocrate, nous demandaient beaucoup plus de miser sur l'alimentation comme étant la source de nos médicaments. De ne toucher que le pot du chimiste lorsqu'on ne sait plus quoi faire. Et en dernier lieu, il avait donné 3 postulats. La chirurgie, quand il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il n'y a plus une différence entre un médecin et un pharmacien. Le médecin qui ne t'a pas fait une ordonnance n'est pas un médecin. Et les patients le disent, ce n'est pas un bon médecin parce que mon ordonnance est vide. Maintenant, c'est la vente des médicaments. J'attire votre attention. Ce qui est curieux, vous savez, il n'y a pas de crime parfait. Il y a toujours des indices pour essayer de dévoiler le pot aux roses. Le cartel médiatique
est dans la même famille que le cartel pétrolier qui fabrique les pesticides et des engrais qui dénaturent notre alimentation, dans le but de nous rendre malades, et en aval, on nous soigne. Mais c'est quelque chose qui se joue même en Afrique, sauf qu'en Occident, c'est la destruction d'un continent qui énerve un peu. Dans nos villages, en Afrique, il y a des gens qui lancent l'épilepsie, et il y a au fond du village ceux qui les soignent. Les gens ont connu chez les bêtis ce qu'on appelle le mousson, c'est un mauvais sort qu'on te lance à l'entrée du village et quelqu'un en bas te soigne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Il faut vous rendre malade pour vendre les médicaments. Et les firmes pharmaceutiques ont un serviteur fidèle, l'Organisation mondiale de la santé, qui est financée justement par ces firmes qui ont dénaturé la médecine. Aujourd'hui, un bon médecin, il prête un serment d'Hippocrate. Mais il se comporte en hypocrite parce qu'aujourd'hui, c'est Pasteur qui est le doyen. Le père, on les appelle comment là, qui est le Saint-Père des médecins. C'est pas ça, c'est Hippocrate. Donc les pharmacies gagneraient à nous donner des médicaments utiles. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose de très dangereux. Aussi vrai que la découverte des sulfamides a été acclamée comme une révolution scientifique. On sait très bien aujourd'hui que 50% des maladies dites de civilisation viennent de la pharmacie. L'Organisation mondiale de la santé l'a reconnu. On demande à la pharmacie, aux firmes pharmaceutiques de faire dans des médicaments utiles. On serait même d'accord qu'ils fassent dans les suppléments nutritionnels et de nous donner des antibiotiques quand il le faut. Et insister que les antibiotiques soient donnés après, si possible, un antibiogramme. Aujourd'hui, nous faisons des résistances. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde qui produit n'importe quoi et c'est des produits chimiques. Il y a un problème d'information génétique et d'incompatibilité qui se joue à l'intérieur de nous à court ou à long terme. On se retrouve avec des maladies nouvelles que nos parents n'avaient pas. La pharmacie, l'Organisation mondiale de la santé, le serviteur reconnaît que les maladies, 50% des maladies actuelles viennent de la pharmacie. On ne va pas le dire comment. J'essaie de comprendre, docteur Dins, avec la participation des téléspectateurs. Les produits pharmaceutiques produits à l'étranger ne seraient pas adaptés aux maladies produites par les Africains? Il y a quelques années, les pharmacies produisaient encore dans de l'efficacité. Aujourd'hui, le Bactrim a au moins 15 dérivés, paracétamol au moins 22. Bref, on n'invente plus rien. On modifie un ion dans une molécule, on ajoute une virgule dans une partition, ça change de nom d'un pays en autre. Le paracétamol en allemand, ce n'est pas ça, en espagnol, ce n'est pas ça, ça vient sous des noms des parents, c'est du pipeau tout ça, c'est du n'importe quoi. Et les produits, regardez, les produits efficaces sortent curieusement de la pharmacie. Nous, on avait Imagène Tailleur. Quelle est la femme qui a pris Imagène Tailleur une seule fois? Son problème de cycle menstruel n'a pas été réglé. Qui a pris une boîte de Totema? Son taux de sang n'est pas monté. On subdivise les produits en sous-produits de façon à les décomposer pour qu'on achète 4, 5 comprimés ou 5 médicaments qui donneraient. Non, ce n'est pas ça. Au début de la médecine, docteur Tapa, vous avez été médecin avant mon expérience. Un médicament pouvait résoudre le problème de 10 000 médicaments qu'on nous donne aujourd'hui. Vous regardez une ordonnance, on vous répète des anti-inflammatoires 5 fois qui ne servent à rien. Bref, ce n'est pas du tout ça. Il faut vendre. Et les délégués médicaux ont été justement créés pour aggraver la situation. Mais il faut le dénoncer. La pharmacie n'est pas au service de la santé. Je ne dis pas les pharmaciens. La pharmacie. Nous sommes à présent, non? Okay. N'est pas. D'accord. Vous permettez, docteur Jean, je me tourne de docteur Tapa. J'ai une histoire, une historiette. Je connais quelqu'un qui m'influence beaucoup, que j'apprécie tellement. Une de ses proches a été vers le médecin qui a pu donner une ordonnance où il fallait prendre 150 comprimés par jour. J'étais la maladie qu'il fallait guérir, 150 comprimés pour une femme, aussi délicate soit-elle ou aussi forte soit-elle. Je crois qu'elle mourrait, à force de boire, elle pourrait mourir, hein, pas par les médicaments, mais par le nombre de médicaments qui se trouvent mélangés au niveau de la bouche, docteur Tapa. Oui, si vous permettez, je voulais un peu relever les médicaments, en fait, parce qu'on entend un peu de tout. Hein. Il y a des gens qui ont dit que docteur Tapa dit que les médicaments ne servent à rien. Les médicaments, il ne faut pas aller à l'hôpital, les hôpitaux ne servent à rien. Je voudrais recadrer un peu cette ambiguïté au niveau du médicament. Le médicament, comme on le définit, c'est un truc dirigé, c'est une substance qui est dirigée vers le traitement d'une maladie. C'est-à-dire que quand vous parlez du médicament, vous parlez de la maladie. Ça, il faut qu'on se le dise. Quand vous parlez d'un médicament, vous parlez de la maladie. Et
ceux qui me suivent et qui ont dû comprendre ce qu'on dit, c'est que moi, je suis promoteur d'un concept qui est complètement différent du culte de la maladie, qui, au lieu d'attendre que les gens soient malades, cherche à comprendre pourquoi les gens sont malades et leur évite au maximum l'hôpital avant qu'ils n'y arrivent. On n'a jamais dit que le médicament ne servait à rien, parce qu'une fois que vous êtes sérieusement malade, le médicament devient nécessaire. Une fois que vous êtes sérieusement malade, l'hôpital devient nécessaire. Mais il ne faut pas que l'hôpital ou le médicament soit un objectif. Ça, il faut qu'on mette la clarté aujourd'hui. Et je voudrais dire, les ordonnances que vous voyez aujourd'hui, il faut être, je ne sais pas, il faut être peut-être sous ou distrait pour ne pas en parler. Quand vous voyez les prescriptions qu'on a aujourd'hui, partant des médecins qui le font, aux infirmiers, aux balayeurs de l'hôpital, il faut le reconnaître, c'est tout le monde, aux délégués médicaux et tout ça, vous n'avez que vos yeux pour pleurer si vous comprenez effectivement ce que ça veut dire, ces ordonnances. Vous n'avez pas besoin, si vous êtes un bon médecin, de 5, 6, 7 médicaments pour traiter un mal. Si vous avez fait votre diagnostic normalement, vous n'avez pas besoin d'autant de médicaments. Et je voudrais revenir. La plus grande partie des médicaments qu'on prescrit aux malades, c'est quoi? C'est les médicaments pour la douleur, les médicaments pour le sommeil. Hein, il faut qu'on se le relève. Les médicaments pour la vitamine ou bien remonter le malade, comme on a dans notre langage. Et si vous prenez ces catégories, quelqu'un vient, il a mal. C'est l'expression de l'organisme qui dit que quelque chose ne va pas quelque part. Votre premier réflexe en tant que médecin, c'est donner quelque chose pour calmer la douleur. Je dis, il faut qu'on se revoie entre collègues. Dites-moi la logique qu'il y a dedans. Si ce n'est une logique de se débarrasser du malade, si c'est une vraie logique de médecin, vous devez chercher à savoir d'où vient la douleur. Au besoin, quand vous avez trouvé, traiter la cause de la douleur sans calmer la douleur. Et voir si ça va se calmer et prouver que vous avez touché la cause. Je prends les antidouleurs. Vous prenez les médicaments pour dormir. Vous avez quelqu'un, un malade qui vient, un sujet normal doit dormir après un certain temps de fonctionnement. Vous prenez un malade qui vient parce qu'il a des insomnies. Vous lui donnez un médicament pour aller dormir. Dites-nous où est la logique dedans. Est-ce qu'on endort quelqu'un qui va mal? C'est pour qu'il aille mourir dans le sommeil ou bien c'est pour qu'il aille subitement récupérer? Il faut qu'on fasse très attention. Quand on critique les choses, les gens ont tendance à réagir de façon épidémique. Il faut qu'ils se reculent et regardent d'un œil attentif ce qu'on est en train de dire. Donc, vous ne pouvez pas endormir quelqu'un qui dit qu'il n'arrive pas à dormir. Il y a sûrement la cause de cette insomnie quelque part et il faut chercher à l'identifier. C'est ça l'effort qu'on demande aux gens de faire. Donc, vous décriez le traitement superficiel de certaines maladies? Oui, non seulement superficiel, mais la tendance à répondre aux symptômes qui caractérisent parfois un dysfonctionnement précis de l'organisme. Donc, vous ne pouvez pas baser votre traitement sur calmer la douleur du malade ou bien créer le sommeil chez un malade. Vous ne pouvez pas, un malade qui arrive chez vous, il dit « je suis fatigué », vous lui prescrivez des vitamines. C'est pourquoi? D'où vient la fatigue? Quelle est la cause de cette fatigue? Il faut qu'on se dise des choses en face parfois. C'est vrai qu'on va interpréter de tous les côtés, mais il faut que les gens se disent bien qu'on ne se lève pas le matin pour venir s'asseoir sur un plateau et dire des choses. On a tous fait la même science et si on doit raisonner scientifiquement, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne recherche pas les amours. Je n'ai pas envie que quelqu'un m'apprécie ou qu'il ne m'apprécie pas. Mais, en mon âme et conscience de médecin, j'ai le devoir et la responsabilité de dénoncer tout ce qui peut nuire aux malades. C'est pour les malades qu'on a été formés. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Maintenant, je dis, les médicaments, on n'a jamais dit que les médicaments ne servent à rien, mais il y a des médicaments qui ne sont pas utiles. Il faut qu'on le dise. Et il y a des médicaments qui aujourd'hui ne valent pas la peine sur le marché. Vous voyez, avec l'avènement des génériques qui font que toutes les sociétés qui peuvent fabriquer des médicaments peuvent fabriquer un médicament qui est déjà hors brevet. Ça fait que pour l'aspirine seulement, vous avez 200 variétés d'aspirine sur le marché. Et avec tout ce que vous pouvez imaginer, de la bonne qualité, de la qualité moyenne et de la mauvaise qualité. Il ne faut pas qu'on se cache les mots qui ruinent la société. Et aujourd'hui... On se trouve dans un foutoir. Dans un foutoir de médicaments et une compétition pour vendre. Parce que chacun veut survivre. Que ce soit celui qui a le faux, qui est le moyen ou le vrai, chacun veut vendre. Et est-ce que vous voulez que dans ce contexte, on regarde, on se tait?
parce qu'on va vous tuer. On va nous... Non, 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 c'est les intérêts des gens. Je dis, je suis désolé. Je suis désolé. Dans ce cas, on peut mourir à tout moment, mais on meurt pour une raison. Oui, Celui qui est mort de palu au quartier. Vous docteur Tapa, dans ce cas, la santé vient attachée à une loterie. Nous allons prendre un appel qui nous vient depuis Douala, je crois que c'est au Cameroun. Monsieur Yapi, bonsoir et bienvenue à Afrique Santé. Bonsoir, monsieur Yapi. Bonsoir, Panel. Bonsoir. Oui, bonsoir, Panel. Oui, je voudrais vous dire bonsoir et vous féliciter pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Tout ce que les deux docteurs sont en train de parler là, c'est des trucs que j'ai vu en Allemagne. J'ai eu à contacter un docteur iranien où j'avais un mal de dos. On s'est entre des amis, il m'a expliqué tout ce que les deux docteurs sont en train d'expliquer. Tout ce que les deux docteurs sont en train d'expliquer actuellement là. Dernièrement, je suis rentré de l'Allemagne avec mes enfants, je suis arrivé ici, je suis allé chez un pédiatre. Les enfants avaient un petit problème. Le pédiatre a prescrit 7 remèdes sur une ordonnance. Et ce docteur m'avait dit, un enfant ne peut pas boire 7 remèdes à l'immédiat. Il faut d'abord prescrire minimum 3 pendant quelques jours avant de continuer d'autres remèdes. Quand je suis sorti chez le pédiatre, je suis allé dans une pharmacie, j'ai demandé à une pharmacie, j'ai demandé à la pharmacienne que non, parmi les 7 remèdes, donnez-moi 3 remèdes qui peuvent m'aider. Elle m'a remis les 3 remèdes. J'avais 3 enfants. Et le docteur m'avait prescrit 3 ordonnances différentes. Et les 3 enfants avaient les mêmes diagnostics. Mais heureusement pour moi que j'étais informé d'avance par un ami médecin iranien qui m'avait vraiment, jusqu'aujourd'hui, quand j'arrive dans les hôpitaux, je suis très prudent au Cameroun. Et c'est pour cette raison que j'ai pour dire que vraiment nos médecins ici nous prescrivent beaucoup de remèdes inutiles qui ne nous servent à rien. Tout à l'heure, je suivais des anti-inflammatoires et des antibiotiques. En Europe, on ne prescrit pas d'antibiotiques. On prescrit d'antibiotiques presque à la fin, quand on sent que vraiment vous ne pouvez plus, votre organisme ne peut plus. Mais quand ici au Cameroun, quand vous arrivez, prenez des choses antibiotiques. Vraiment, je vous félicite de votre travail, je vous félicite beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Moi, je vis en Europe, je vis ici en Afrique. Et je vous suis parfaitement. Je vous dis vraiment du courage. C'est ma première fois d'assister, d'appeler que vous m'avez pris. Et je vous félicite beaucoup. Et demande à ces deux docteurs de continuer à critiquer ces gens. De continuer à critiquer. C'est une prise de conscience pour nous. Vraiment, je vous remercie. Merci, monsieur Yapi, de votre énorme contribution. Docteur Tapa, il vient de mentionner, ça semble une information anodine, mais elle a tout son sens et même déplorable à écouter. C'est très attristant. 7 médicaments pour un enfant. Il appelle le pédiatriste, ça dit que c'est la petite enfance, quand même. 7 médicaments pour un seul enfant. Il a 3 enfants. Je crois qu'il doit avoir un bon salaire, hein, ce monsieur. C'est assez amusant quand on peut regarder ce genre de comportement. Certes, c'est même modeste. Regardez les ordonnances. Vous pouvez faire un tour demain, vous me direz si on exagère ou pas. Regardez les ordonnances qui circulent chez nous. Je crois qu'il est temps que les gens comprennent. On pratique quelque chose qu'on a appris et c'est pour une raison, qu'on doit faire attention à ce qu'on apprend. Vous ne pouvez pas, on n'a pas créé la médecine. Nous, on a appris une science. On essaie de l'appliquer en respectant les règles de cette science. Les médicaments, et le téléspectateur parlait des antibiotiques. Je vais vous faire part d'un petit... L'amoxicilline, qui est un antibiotique au Cameroun, si vous voyez les prescriptions, ça va, généralement, c'est 2 matin, 2 soirs, quand c'est les antibiotiques à 500 mg. C'est 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. Ça vous fait 2 grammes d'antibiotiques en une journée. Quand j'arrive aux États-Unis, je me rends compte que quand l'infection est déterminée, quand on a déterminé qu'il y a une infection effective chez l'adulte, c'est une gélule de 250 mg le matin et une gélule de 250 mg le soir. Dites-moi, ça fait 500 mg comparé à 2 grammes qu'on donne ici. Je me suis posé la question de savoir, les germes sont-ils donc plus résistants chez nous? Ou alors, comment expliquer cette différence de dosage entre les prescriptions?
Et du coup, ça amène à réfléchir. Quelle est la dose exacte nécessaire qu'il faut pour un malade? Ici, il y a un langage qui circule, c'est la dose d'attaque. On peut vous donner des doses très fortes d'un produit injustifié parce qu'effectivement, c'est tombé dans les mains des profanes pour la plupart et c'est tombé dans la routine. Regardez, il ne faut pas qu'on se trompe. Regardez comment on est en train de former les médecins. Et vous voyez où le médecin apprend sa prescription. Il apprend parfois chez l'infirmier qui a 20 ans, chez le délégué qui veut vendre ses produits. Vous croyez que c'est ça la médecine? C'est ça la médecine? Je ne crois pas. Aujourd'hui, si vous me donnez ma pharmacologie de 3e année, je vous la récite pour la plupart des trucs. Ça veut dire que la base là est restée et qu'elle peut me guider dans tout ce que je fais. Ce n'est pas quelqu'un qui vient me dire comment je vais faire. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit que ce n'est pas en regardant l'infirmier faire que je vais savoir le faire. C'est en partant d'une logique scientifique que j'ai apprise, que j'applique et honnêtement que je peux réussir à faire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Docteur Tapa, vos interventions différentes de dosage, là, ça peut amener à beaucoup d'interrogations. Nous allons prendre l'appel de M. Kwasi qui nous appelle de Londres, en Angleterre. M. Kwasi, nous vous écoutons. Bonsoir l'Afrique, bonsoir Dr Tapa, bonsoir Dr Emma. Bon, je voulais revenir sur ce que j'ai dit la semaine passée, pour que ça soit clair dans l'esprit des Africains. Moi, je veux qu'on éradique tous les médicaments, je le dis, parce que j'ai dit avec preuve, parce qu'aucun médicament ne soigne. Les médicaments ne calment que les symptômes des maladies et créent d'autres maladies. Donc, il faudrait que les Africains changent, il faudrait que nous, les Africains, nous changeons la mentalité. Et la semaine passée, j'ai dit, le corps humain, parce qu'il faut connaître comment le corps humain fonctionne. Le corps humain a besoin des nutriments. Je répète, le corps humain, pour bien fonctionner, a besoin des nutriments, des vitamines, et des antioxydants, des enzymes, de l'eau, de l'oxygène. Le corps humain n'a pas besoin de vaccins, le corps humain n'a pas besoin de médicaments. Et je lance défi à n'importe quel docteur à travers le monde entier pour me démontrer le contraire. Je le dis parce que moi, j'ai été victime des médicaments. J'ai pris des médicaments pendant 5 ans pour le sida. Moi, je me suis traité moi-même en utilisant les produits naturels. Aujourd'hui, je suis guéri. Et c'est pourquoi je ne me bats pour le sida. Après, c'est pourquoi je dis que le sida n'existe pas. Aujourd'hui, les gens sont en train de me menacer en Europe ici. Ils ont fermé ma boîte. Mais je lance un défi. Je dis à Dr Din et Dr Tapa, restez forts. Je viens en Afrique. Nous allons éradiquer cette maladie. Et je lance défi à tous les médecins qui sont en Afrique, qui soutiennent la médecine occidentale. C'est une mafia. Il faudrait que nous soyons forts. Je dis à Dr Tapa et à Dr. L'intervention de M. Kwasi de Londres. M. Kwasi, vous pourrez revenir, le temps que dure cette émission. Afrique Santé continue. M. Kwasi, je vais me retourner avec Dr Dins. Dr Kwasi a presque la même culture que vous. C'est à quoi vous êtes allé dans la même école. Il ne veut plus des médicaments. Il veut un retour peut-être justifié aux sources africaines, c'est-à-dire la médecine traditionnelle. On peut ne pas comprendre les positions de Kwasi, mais pour ceux qui ont étudié les bases de la médecine moderne par Hippocrate qu'on a abandonné, mais aujourd'hui ceux qui sont sincères essaient de revenir, vraiment le corps n'a pas besoin de médicaments. Ça, je l'ai aussi découvert tout récemment parce que dans la curiosité, j'ai poursuivi le docteur Tapa dans son wellness tour un peu partout dans des provinces. Et j'ai essayé aussi d'appliquer ces méthodes de traitement à partir de l'eau contre les céphalées, mais ça marche. Ça marche, moi je ne le savais pas, que rien qu'une façon de boire de l'eau, on n'a pas besoin d'utiliser, je l'ai découvert tout récemment, donc il a ses raisons à lui et je crois quand même que l'organisme est capable de se réparer. Mais vous voyez, les choses ont changé à partir du moment où
les gens ont voulu médicaliser les masses parce que la médecine est un secteur porteur. Vous voyez, les gens sont tellement malades, si bien que parfois, ils n'arrivent même pas à connaître ce qui se passe. Ça peut aller d'un stress. Ça peut commencer par un stress, une angoisse approfondie, une avitaminose ou bien exposé à des radiations parce qu'il y en a souvent et il se croit attaqué. Mais Pasteur est venu pour faire comprendre au monde que toute maladie, c'est les bactéries. Je ne sais même pas pourquoi il n'a jamais accepté que le diabète venait d'un microbe. Ou peut-être on a fermé sa bouche, le pot rose serait découvert. On abandonne Hippocrate, on devient des pasteuristes. Et là maintenant, les firmes pharmaceutiques commencent à vendre. Le docteur Tapano parlait de l'initiative de Bamako, la mort de l'Afrique. Alors, parce que si nous sommes médicalisés aujourd'hui, c'est l'initiative de Bamako. Comme en Afrique, je dis qu'on mange plus avec la tête que les pieds. On se réunit pour un très grand colloque. Il faut rapprocher les gens du médicament et des hôpitaux. Voilà comment on veut lutter la santé. Mais c'est fou, il faut le reconnaître, c'est de la folie. L'erreur est humaine, mais il est très sataniste et malsain de persister dans l'erreur. C'est de la folie. Il y a des méthodes. Cuba, aujourd'hui, avec 50 ans d'embargo, a le meilleur système de santé au monde parce que la priorité, c'est la prévention. Et aujourd'hui, le président est traité comme un cultivateur. Les médecins sont formés pour informer et non pour défier les pharmaciens ou faire les concours de vente de médicaments et recevoir des bonus par ricochet. C'est Cuba. Cuba est un bel exemple. Nous allons peut-être clôturer avec ce sujet pour embrayer sur un autre, sur le fameux sida, VIH-sida, le sida. Existe-t-il vraiment, docteur? Parce oui, le sida existe vraiment. À partir de le sida commence par S, un syndrome. Il y a immunité en deuxième position. Sida, syndrome immunodéficient, acquise, voilà. À partir de ça, on sait très bien que un bon candidat albican intestinal est capable de te donner un sida. Une syphilis, une tuberculose, le stress, la famine, la chimiothérapie, beaucoup de médicaments, les vaccins non contrôlés. Alors, ce qui est vrai dans le sida, c'est qu'un syndrome n'est pas une maladie, mais une association de symptômes, donc peut-être de petites maladies, réunies ensemble dans un système immunitaire défaillant. C'est ça qui est la vérité. La seconde est fausse, et je peux le démontrer. Alors maintenant, la connexion du sida avec le VIH. Il n'y a pas un pipeau plus grand sur cette terre comme cette histoire-là. Il n'y a pas un pipeau. Donc tout ce qui est vrai dans la connexion du sida à VIH, c'est les tests faux qui réagissent sur n'importe quoi. C'est aussi ça qui est la vérité, il faut le dire. Même comme beaucoup de personnes sont entrées dans le train du mensonge et c'est difficile de revenir. Comment est-ce qu'un docteur, un professeur en médecine va accepter qu'il a été roulé dans la farine pendant une vingtaine d'années? Mais l'erreur est humaine. La connexion du sida et du VIH, c'est du pipeau à 150% si c'est possible. Vous nous excusez un seul instant, le temps qu'on prenne cette téléspectatrice Caroline qui nous appelle du Pays-Bas. Caroline, Madame Caroline, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, Madame Caroline. Bienvenue. Oui, allô, bonsoir. Enchantée de vous voir. C'est la première fois que je vous vois et je suis vraiment très d'accord sur ce que les médecins disent. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, j'ai commencé à faire cette connerie de vaccin contre la grippe. Aïe, mon premier vaccin a failli me tuer. Et dès que j'ai arrêté de prendre ce vaccin ici, je n'ai jamais eu la grippe. Mais quand j'avais ces vaccins, c'était la catastrophe. Il me fallait 3 semaines pour récupérer et pour revenir à moi, c'est vraiment une bêtise. Je n'encourage pas les vaccins. Ça, c'est très clair. Je suis dans un pays où nous, les médicaments, on ne prend pas beaucoup. Je n'ai jamais amené mes enfants à l'hôpital depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et concernant les médicaments, tous ces dérivés des médicaments, il faut les éviter. C'est le plus grand poison qu'on puisse donner à nos enfants, à nos parents et à nos personnes âgées. Il faut maintenant essayer, je pense que les deux médecins qui sont sur le plateau doivent, on doit s'organiser pour pouvoir sensibiliser déjà dans les villages sur une hygiène de vie. Il faut montrer aux gens comment
s'entretenir déjà par la propreté, comment manger. Une hygiène de vie est la meilleure chose pour réduire les maladies, pour prévenir les maladies. Parce que c'est en suivant le système de l'Organisation mondiale de la santé que nous-mêmes, nous détruisons nos générations. Il faut, moi j'encourage, il faut impérativement que vous, les médecins qui êtes sur place, avec l'aide de la diaspora, comme je me bats toujours pour la diaspora, il faut que le secteur médical revienne à la médecine traditionnelle. Et si vous savez aujourd'hui que moi j'utilise le moringa tous les jours, depuis le début de l'hiver, bon j'ai attrapé un petit coup de froid, mais depuis le début de l'hiver, je suis là calmement, sans problème. Vitamine C, c'est orange, c'est citron. Si j'ai besoin d'autres vitamines, je prends des épinards pour compléter pour le calcium. Je mange du poisson, je mange des viandes blanches, je mange mes 5 fruits par jour. Il faut qu'on éduque. Et au Cameroun, moi, étant donné que je suis d'origine camerounaise, au Cameroun, nous sommes assez intelligents et nous sommes le grenier de l'Afrique. Nous avons tous ces produits. Il faut qu'une éducation sanitaire soit faite à bas âge. Et ça, je pense que les médecins, ces 2 médecins qui sont sur le plateau, j'aimerais qu'on leur donne mes contacts parce qu'il faut qu'on travaille ensemble au niveau éducatif, sanitaire pour les générations à venir. Franchement, je vous remercie. Je ne savais pas qu'il y avait une émission sur la santé sur Afrique Média. Je serai toujours régulière parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre sur le système de vie des Néerlandais. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, que les Néerlandais sont les premiers pays dans l'homéopathie? C'est-à-dire qu'ils ne se soignent pas beaucoup avec des médicaments. Ils n'ont pas de médecine chimique, parce que moi j'appelle ça la médecine chimique. Ils ont une médecine naturelle, mais ils sont tellement chiches qui ne peuvent pas nous donner les formules. Et comme j'ai déjà pris ces formules, je pense qu'il est grand temps maintenant de transmettre pour qu'on puisse aussi protéger. Il faut qu'on arrête de faire des milliards à la Banque mondiale, aux usines pharmaceutiques. Il faut impérativement qu'on revienne à nos ressources. Aujourd'hui, on nous a parlé de Ebola. Est-ce que vous savez que les pygmées soignent cette maladie? Dès qu'elles sont prises au début, dès que cette maladie est prise tout au début, c'est une hémorragie sanguinaire fiévreuse. Il y a une herbe aujourd'hui dans la région, dans la forêt équatoriale, dans le Dja et l'Obo, il y a une herbe aujourd'hui qui soigne l'Ebola. L'Ebola a commencé dans les années 1976 et elle revient tous les 40 ans. C'est un virus que nous pouvons soigner. Le VIH n'existe pas parce que c'est un virus qui a été fait en laboratoire et qui est transmis par toutes ces organisations internationales, la Croix-Rouge, enfin bref, je ne reviendrai pas sur les organisations comment on appelle ça, qui distribuent ça, parce que moi je dis que c'est une distribution qui est organisée. J'ai seulement une question concernant Ebola. Est-ce que nous soignons Ebola avec les armes? J'aimerais qu'on me réponde à cette question, puisqu'étant donné que la majorité, 3000 militaires ont été envoyés au Libéria. Pourtant, on a une petite herbe qui ne coûte même pas 5 francs. Derrière nos forêts, qu'on aille les chercher et qu'on soigne nos gens. En tout cas, je suis avec vous de tout cœur. Je sais qu'on va nous aligner là-dessus, mais j'aime parce que je suis assez forte pour m'attaquer à eux. Nous sommes ensemble et que Dieu nous garde pour le combat que nous avons commencé au niveau panafricain pour l'Afrique. Bonne continuation et je reste en ligne avec vous. Merci à vous, Madame Caroline. Bon hiver à vous et surtout du meilleur avec la consommation du moringa. Nous allons écouter M. Alexandre de l'Allemagne cette fois-ci. Monsieur Alexandre, bonsoir et bienvenue à Afrique Santé. Bonsoir, c'est moi. Ok, bonsoir Ulrich, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Écoutez, je crois que nous devons remercier ces 2 docteurs qui sont sur le plateau parce que vraiment, enfin, la vérité est en train de naître. Les Africains doivent être sensibilisés, c'est ça le problème aujourd'hui.
Donc, moi, je dis, comme Caroline des Pays-Bas a dit, vraiment qu'en Afrique, il y a beaucoup d'ignorants. Les gens ne veulent pas, les gens ne veulent pas s'informer. Il est temps de sensibiliser les gens. Parce que, écoutez, que ce soit le sida, Ebola, ces médicaments-là, tous ces gens-là, ils ont pour objectif de se faire de l'argent. Et c'est ça la vérité. Moi, je vais vous dire, ici en Allemagne, le médecin, le docteur qui suivait mon fils, j'ai eu l'occasion un jour de discuter avec lui. Je vous dis un Allemand qui m'a confirmé que tous les médicaments, tout ça, c'est des histoires. Qu'il y a beaucoup de médicaments qui ne soignent pas. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire lui-même, il remettait en cause leur système. Mais quand tu veux lever la tête et tout, on t'appuie. Hein? Mais en Afrique, on embrasse tout. On accueille tout. On récite, comme ces docteurs disent, on récite et tout, mais on ne veut pas réfléchir. Mais c'est un danger, c'est un danger. Moi, je vous dis que si on ne fait pas attention, ils sont en train de mettre des dispositifs pour réduire la population du monde entier. Et l'Afrique sera frappée dur si on ne prend pas des dispositions. Moi, je vous dis, ce monsieur Bill Gates est décidé à réduire la population du monde entier. C'est scandale en Inde et tout, hein, en Chine et tout, c'est connu. Mais on va accueillir ce monsieur en Afrique comme un dieu. Il faut dire aux gens, l'heure est grave. Moi, je vous dis, l'heure est grave. Il faut prendre des mesures. Sinon, on va regretter. Vraiment, continuez. Les deux docteurs là, continuez. N'ayez pas peur. Vous êtes les envoyés de Dieu. Les Africains vous suivent. Continuez. Vous avez une mission. Sensibiliser. Dites la vérité aux Africains. Et à la fin, vous allez voir. Et je demande au docteur Dean, prouvez-nous. Faites des vidéos, prouvez au monde entier que tout ce que vous dites, que c'est du faux. Faites des tests, faites des démonstrations et tout. Montrez au monde entier. Ils verront ça. Nous, on veut voir. On veut la vérité. On a soif de la vérité. Je vous remercie du courage. Merci, M. Alexandre. La vérité sur Afrique Santé, et généralement Afrique Média, ça se consomme tous les jours. Hein. Docteur Dean, VIH-Sida, le fameux lien n'a jamais été prouvé, selon vos propos. Alors, sur le sida, les moyens de prévention, peut-être, parce que moi, je crains pour les jeunes que lorsqu'on dit que le sida, le lien entre le sida et le VIH n'existe pas, il peut aller multiplier les conquêtes. Et je voulais apporter quand même le bémol à travers vous sur cette information. Oui, il faut bien qu'on se le dise. Les humains ne sont pas les lapins. Et les lapins ont découvert à leur dépens que s'ils ne vivent que pour manger, dormir et du sexe, ils sont décimables. Et on verra bientôt la fin du lapin. C'est la sélection normale de la vie. Et chacun doit connaître ce qu'il est. Ce ne sont pas les humains qui ont détruit les dinosaures, mais ils avaient un comportement qui leur a donné d'être poussés eux-mêmes vers la destruction. La sélection de la nature se fait. Hein. Aujourd'hui, les jeunes ont choisi d'être des lapins, des soulards, des je ne sais quoi, et la sélection est en train de se passer. Puisque la vie doit avancer, ceux qui ont des comportements vilains iront. Si vous croyez qu'on a inventé le sida pour empêcher aux gens d'avoir des conquêtes, je dis, avant même de le dire, essayons un peu de revenir dans nos têtes pour ne pas courir le risque d'être ridicule par ce genre d'assertion. Parce qu'il y a bien d'autres maladies, je dis bien, la syphilis existe. On a prétendu que la blénorragie est partie. Non, il n'y en a plus de réactifs pour la blénorragie, mais il y en a encore. La blénorragie circule, mais il n'y a plus juste des réactifs pour ce genre de maladie et vous serez catalogué sida. Il y a la syphilis, il y a beaucoup de maladies qui peuvent se transmettre sexuellement. Et je vous ai dit, en tant qu'Africain, je m'y connais en parapsychologie, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je dis bien même la sorcellerie est transmissible sexuellement. La malédiction est transmissible sexuellement. Ça, il faut le dire. Je ne suis pas en train d'obliger à quelqu'un de croire ce qui est, mais je sais bien que, d'ailleurs, vous avez entendu souvent dans les médias qu'il y a des gens qui font le commerce des préservatifs.
des préservatifs usagés. Vous croyez que c'est pour rien? On essaye de récupérer les énergies des gens par ce genre de pratique. Et ça va directement en Inde. C'est un marché prisé par les Indiens. Et à partir de vos sécrétions séminales, à partir de votre sperme, ils sont capables de tuer vos énergies. Et bon, là, je ne veux pas toucher les gens qui croient que l'être humain n'est que corps, 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 amas de chair, amas de viande. Non, 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 non. Nous sommes corps, âme et esprit. Il y a une sorte d'énergie qui maintient que nous soyons en vie. Et cette énergie est invisible. Mais certains ont la capacité de s'accrocher là-dessus, de faire des modifications ou en exploiter l'essence. Donc, celui qui veut devenir un lapin, la vie va gérer son problème. Mais dire que on dit que le lien et le VIH et le sida, vraiment, je suis même mal à l'aise en le disant. Allez-y, faites comme vous voulez, il n'y a aucun lien entre le sida et le VIH. Allez prendre n'importe qui là-bas, vous aurez autre chose que le sida. Et c'est vous qui aurez décidé de votre sort de toutes les façons. Voilà qui est bien dit, vous mettez fin à l'infidélité ou au vagabondage sexuel. C'est bien de le dire, Monsieur Dins, pour la jeunesse qui nous écoute. Nous allons prendre l'appel de Madame Yinga, qui nous appelle du Gabon. Bonsoir, Monsieur Lenga. Bonsoir, Dr Tapa. Bonsoir, Dr Jeans. Chers médecins, vous qui êtes là sur le plateau, je vous respecte beaucoup. Voyez-vous, je vous avais dit une fois que vous êtes des envoyés de Dieu. Un téléspectateur vient de le rappeler. Alors, que ceux-là qui ne veulent pas se réveiller, qu'ils dorment une fois pour toutes. Je répète ce que j'ai déjà dit une fois sur ce plateau. Je rappelle aux autorités camerounaises que si mes enfants m'appellent encore pour me dire « Papa, on nous a vaccinés », sans mon consentement, la prochaine fois que je serai au Cameroun, ils vont tirer sur moi. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Bonsoir à vous. Mes respects, ces deux docteurs. Bonsoir, bonsoir. Nous continuons dans ce prolongement avec M. Guillaume Iseke du Cameroun. M. Guillaume, bonsoir et bienvenue. Monsieur Guillaume. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. J'ai essayé de vous transmettre 2 vidéos sur le mensonge sur le sida, mais je n'ai pas pu, à cause de leur poids sur, comment ça s'appelle, Skype, mais je prendrai de vous les renvoyer. Je voulais simplement aussi apprécier les 2 frères médecins. Je ne suis pas médecin. Je suis très loin de l'être. Je n'ai même pas de connaissances embryonnaires. Je n'ai pas de fierté avec la médecine, sinon en créant les centres de santé. Mais promoteur de centres de santé, j'ai appris beaucoup de choses au contact des réalités médicales. Et je suis dans une famille de médecins, je ne veux pas citer. Simplement, je peux dire que j'ai observé le comportement de mon frère qui est médecin, je ne veux pas le nommer, je ne devrais pas, il a une position sensible. C'est un anti-médicament. Il n'aime pas prendre le médicament. Je n'ai jamais compris, toujours il m'a dit, écoute, le médicament c'est une solution extrême. Il faut que mon corps se batte. Et j'ai appris la leçon. Et ce n'est pas un petit médecin, c'est un très grand médecin dans ce pays. C'est pour dire que quand un homme de cette dimension scientifique dit des choses, et j'ai vu son comportement, même quand j'ai eu l'occasion d'être à côté, il ne donne pas de médicaments aux gens comme on donne des petits pains ou alors des petits fours. Il a une autre démarche médicale. Je lui ai souvent demandé, mais mon frère, dis-moi, comment est-ce que les autres médecins vont penser que chacun prend ses responsabilités? Et moi, j'ai la crainte de donner à quelqu'un, je lui donne les gens qui le soignent. Et c'est comme pour qui j'ai une admiration presque religieuse à cause de cela. Donc, moi, je veux apprécier cette émission parce que j'ai fouillé sur le VIH, que j'ai encadré en tant que pasteur, je le suis, des personnes qui en souffraient. Et je vous dis que j'ai vécu des expériences extraordinaires avec un cas spécifique d'une jeune fille. Nous avons perdu ce téléspectateur, mais qui peut revenir à tout moment. Dr Tapa, le sida et les préservatifs, et surtout aussi le marché des préservatifs dans cette pandémie qu'est le sida. Il y a le marché des préservatifs qui fait floraison. Il y en a de toutes sortes, avec beaucoup de figurines.
Alors, Dr Tapa, ces préservatifs, à quoi est-ce qu'ils sont destinés et quel rôle ils jouent si le sida n'existe pas? Oui, je voudrais repréciser un peu la démarche scientifique qui nous conduit ici dans notre position. Le sida, le docteur James l'a si bien défini. Si vous partez de la définition, vous vous rendez compte qu'on a un syndrome de symptômes multiples qui sont dus à une déficience du système immunitaire qui est acquise. Le mot acquis est très important ici, c'est qu'on n'est pas né avec. On ne naît pas avec le sida, on l'acquiert. Et on l'acquiert chaque fois que notre système de défense a été diminué jusqu'à un certain niveau. C'est pour ça qu'on dit syndrome d'immunodéficience acquis. Ceci dit, le sida existe parce qu'à tout moment, chacun peut avoir une diminution de son immunité et donc faire le sida. On a cité les quelques causes qui existent. On a parlé du stress, de la malnutrition, même d'une déshydratation sévère. On a même parlé des tuberculoses, on a parlé du candida, on a parlé de certains cancers, on a parlé. Beaucoup de choses peuvent permettre à l'immunité d'être diminuée. Et donc, le sida existe. Maintenant, est-ce que parmi ces causes, il y a le virus? C'est ça, nous on dit non. Et je vais vous donner les raisons. D'abord scientifiques. Sur le plan épidémiologique, pour dire qu'un agent est responsable d'une maladie. Cet agent doit se retrouver chez tous les malades. Est-ce que c'est le cas pour le sida? Je dis non. On peut le dire les yeux fermés. Est-ce que tous les malades de sida ont le virus de VIH? Non, c'est faux. Il n'y a pas. Ça, c'est déjà la première règle épidémiologique, puisqu'on parle de médecine. La deuxième règle épidémiologique pour qu'on implique un agent dans la cause d'une maladie, c'est que chaque fois qu'on isole cet agent, et qu'on l'inocule chez quelqu'un qui est sain, la personne doit faire la maladie. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Et je vais vous dire pourquoi. Dans le sida particulièrement, vous avez dû remarquer, parmi les couples, il y a beaucoup de cas où on voit, ils ont trouvé un mot, couple discordant, ou je ne sais plus trop, où l'homme est séropositif, la femme est séronégative, ou vice-versa, et on nous explique en disant que c'est des cas qui arrivent, ce n'est pas des cas qui arrivent. C'est juste que le malade ne transmet pas automatiquement sa maladie à tous ceux avec qui il rentre en contact. Et pourquoi? Parce que c'est une maladie de l'immunité. Le système de défense est propre. Ce n'est pas un virus qui le véhicule. Ce ne serait pas possible d'avoir des gens qui ne contaminent pas leur conjoint pendant des années de vie, des mamans qui sont séropositives, qui ont des enfants qui sont sains et qui ne sont jamais malades. Il faut qu'on s'arrête à des choses compréhensibles. Troisième cause, celui qui est malade doit pouvoir transmettre la maladie à celui qui n'est pas. C'est-à-dire qu'on prend celui qui est malade, en le mettant en contact avec celui qui n'est malade, il doit... Pour le sida, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est des choses qui n'ont pas été démontrées. Si quelqu'un peut prouver le contraire, ça c'est pour les confrères qui racontent n'importe quoi au quartier, qui font qu'on nous étiquette comme des charlatans et machin. On parle d'une science. Et je vous donne maintenant les raisons de la science qui démontrent que le VIH n'est pas lié au sida. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, vous avez si bien parlé des préservatifs. Les préservatifs sont censés protéger contre le virus du VIH. Ça, c'est amusant, c'est ridicule. Quand vous prenez la description du rétrovirus qui est incriminé, c'est-à-dire le VIH, le rétrovirus a une taille de 3 microns. 3 microns, c'est clair, c'est la taille c'est le même virus dont tout le monde parle. Il n'y a personne qui parle d'un autre virus. Maintenant, les pores du préservatif, c'est-à-dire que chaque préservatif a des espaces qui vont de 4 microns à plus. C'est-à-dire que si le pore qui est sur le préservatif, c'est 4 microns, ça veut dire qu'automatiquement, le virus du sida traverse chaque fois qu'il est en contact avec ce préservatif. Dites-moi comment le préservatif protège contre un virus qui a 3 microns, alors que ses pores, c'est 4 microns. C'est une passoire. Donc, ça, il ne faut pas qu'on passe le temps. J'invite les confrères. On a fait des efforts ici pour leur dire, venez sur le plateau, défendez votre position scientifique. Ils ne viennent pas, ils se cachent au quartier, mais ils manipulent pour nous faire passer pour des charlatans qui disent des choses qui ne sont pas censées. Ça, c'est des aspects qu'il faut relever. C'est des aspects qu'il faut relever. Dites-moi donc, ce virus est un autre aspect. Jusqu'aujourd'hui, il a été démontré que le VIH est prédominant chez les homosexuels. Dites-moi pourquoi. C'est les homosexuels qui font le sexe plus que tout le monde.
Pourquoi ce n'est que au sein de cette population particulière que le taux de VIH est élevé? Il y a quelque chose qu'il faut se poser comme question. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on dit. Hein? Le virus du VIH n'aime pas l'homosexualité. Je suis désolé. Ne soyons pas ridicules. Le virus du sida est homophobe. Et homophobe. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension dans cette histoire qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et je voudrais revenir sur un autre aspect. On vous dit qu'il y a un virus qui transmet une maladie. Et on vous dit qu'il y a un médicament qui va le freiner, son évolution, ou bien un machin. De grâce, dites-moi. Et quand vous tombez à la phase de maladie, on dit que non, ça devait arriver tôt ou tard. On vous a dit que le virus n'est là que pour freiner. Il faut qu'on arrête de blaguer. Il faut qu'on arrête de blaguer. Si vous prenez ceux-mêmes qui sont à l'origine de ce virus, parce qu'on ne peut pas parler sans parler de Montagnier et de Gallo. Les deux auteurs du VIH avaient le syndrome. Et aujourd'hui, ils sont confus, et plus confus que tout le monde. Personne d'eux n'est capable de vous regarder dans les yeux et dire que le virus du VIH est vrai. C'est ça qui a causé la maladie. Parce que c'est clair, c'est scientifiquement vrai que c'est faux ce qu'ils ont dit. C'est faux. Et la preuve, c'est qu'eux, aujourd'hui, ils pensent qu'une bonne nutrition, un bon système immunitaire peut soigner le sida. Dites-moi, si la bonne nutrition, le bon système immunitaire peut soigner le VIH, pourquoi ils ne soigneraient pas le virus de l'hépatite? Pourquoi ils ne soigneraient pas le papillomavirus, qu'on disait tantôt qu'il faut les vaccins pour? Pourquoi ils ne soigneraient pas les autres virus de la grippe qui déciment des gens chaque année? Pourquoi une bonne nutrition n'est pas suffisante pour ces virus, et ce n'est que pour le VIH. Et rappelons-le, le rétrovirus, c'est un virus innocent. Je suis désolé, ceux qui lisent, chacun peut aller lire sur le rétrovirus, c'est un virus qui n'est pas offensif comme on le présente. Je suis désolé. Et je dis, une fois de plus, si on peut le répéter, et à juste titre, que les gens qui ont des positions différentes et qui peuvent éclairer les téléspectateurs viennent sur le plateau ou nous invitent sur leur plateau, on viendra et on va discuter, c'est la science. Émission bilan qui s'est faite avant la nouvelle année 2015, alors que nous sommes encore en train de peaufiner le prochain sujet pour encore éduquer la population africaine, tout l'ensemble de la population africaine. Nous remercions tous les téléspectateurs Dr Tapa et Dr Jean d'avoir croisé le fer contre ceux qui refusent toujours de venir ici, dire la vérité si ce n'était pas le cas, à tous les ingénieurs de son, des diffusions qui travaillent pour que Afrique Média continue de s'élever encore plus haut, pour éroyer l'Afrique, pour protéger l'Afrique, pas comme un préservatif, mais protéger l'Afrique. Au SIDA, vous avez vos questions, vous avez vos réponses. J'espère que vous avez tant entendu ici de manière à vous édifier. Et pour Afrique Santé, jeudi, la prochaine fois, encore de meilleures choses à venir. Au revoir.